On se retrouve, parce qu'on ne fait pas que du drama sur la chaîne, pour parler des agriculteurs. Pour ou contre les agriculteurs, moi vous savez que je suis contre parce que je suis un bobo citadin. Non mais plus sérieusement, on va en parler, on va parler de tout ce qui se passe en ce moment avec Position Revue. On va essayer d'avoir une analyse un peu matérialiste de la situation, des enjeux, de comment on en est arrivé là. Vous avez sûrement suivi, les agriculteurs faisaient déjà des actions depuis quelques temps où ils retournaient les panneaux des villes. Et puis ensuite, ça a monté, ça a commencé à se structurer. On en vient aujourd'hui où il y a des blocages, il y a du lisier qui est déversé devant des préfectures. Il y a des grands axes routiers qui sont carrément en off, on ne peut plus passer du tout. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus rejoint par des syndicats plus de gauche, on va dire, comme la Confédération paysanne. Donc c'est plus seulement la FNSEA qui chapeaute le truc. Et donc c'est intéressant d'en parler. Position Revue, est-ce que tu m'entends pour parler de tout ça? Ouais, je t'entends. C'est nickel. Ouais, est-ce que j'ai bien résumé la situation, même si Ah c'était ouais. très très rapide? Ouais, t'as bien résumé. Moi, j'ai pas rajouté que, Euh, contrairement à ce que les gauchistes comme toi pensaient, Sophie Bazet a rejoint le mouvement. Donc la Non, CGT a rejoint alors, le mouvement. on n'a rien dit, contrairement à la dernière fois où on a été obligé de lui demander de réfléchir à la grève. C'est sur quel sujet déjà? Euh, C'était sur quel sujet? Bref, oui, on a eu un petit échange Twitter là-dessus. Il y a tellement de trucs. Non, 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 donc on a regardé, on n'a pas eu besoin de l'appeler, et elle a compris qu'il fallait converger. Je pense que c'est plutôt intelligent de sa part. Pas simplement en termes de tactique politique, voilà, mais plus parce que si on veut faire une analyse matérialiste, comme tu l'as dit, et une analyse progressiste, en fait, la crise des agriculteurs, même si tous les agriculteurs qui sont en mouvement n'en sont pas conscients, euh, est un effet de la crise du système de production. C'est pas simplement conjoncturel parce que tel changement dans les politiques d'Union européenne avec les engrais, etc. C'est vraiment une crise structurelle de fond qui dure depuis un moment et qui aujourd'hui s'incarne en fait dans cette révolte, dans ces émeutes. Mais Oui, émeutes, tout à fait. c'est réservé aux barbares de banlieue, aux racidés, etc., aux indigènes. Donc on dit révolte Vas-y, moi je quand vais c'est des inverser parce paysans. que d'habitude je dis. J'avais pas dit émeute moi pour les révoltes des banlieues de Naël. Là, maintenant je vais appeler ça les émeutes des agriculteurs, voir ce que ça Voilà. donne. Donc attention, faut pas Mais confondre. tu vois, oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a beaucoup d'analystes qui ont dit ah oui, c'est parce qu'il y a eu les nouvelles normes européennes, c'est parce que il y a l'électricité, il y a la taxe sur le diesel, hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a les agriculteurs, ils utilisent un carburant détaxé, il va être taxé. Il y a des nouvelles normes européennes qui ne sont pas non plus drastiques, mais qui vont être obligatoires pour les agriculteurs s'ils veulent pouvoir avoir des subventions par l'Union européenne, par exemple des normes sur les pesticides, des choses comme ça. Et puis il y a aussi l'augmentation de l'électricité. Il y a un tout comme ça, et on a dit que c'était un peu la goutte de trop. Mais c'est la goutte de trop dans une dynamique qui va déjà mal, parce que si la dynamique elle est bien, en réalité, il ne se passerait pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est un peu comme les gilets jaunes. On peut expliquer les gilets jaunes à partir de l'augmentation du carburant, mais ça va quand même pas très loin comme analyse matérialiste, quoi. Ouais, Donc je c'est pense ça. qu'il faut voir un peu ce qui se passe depuis des décennies, en fait, dans ces métiers-là, où il y a de plus en plus de... Tu me diras si tu es d'accord, mais il y a de plus en plus de concentration, en fait, dans quelques mains, dans quelques grands propriétaires, mais comme partout dans le capital ou dans le monde, en fait, il y a une concentration du capital. Et à côté de ça, il y a chez les petits agriculteurs une paupérisation énorme, ce qui mène à des suicides, on entend souvent, ce qui mène à des faillites, à des reconversions, des choses du genre, quoi. Donc on est Ouais. dans une dynamique en fait qui est pas particulière en fait aux agriculteurs. On pourrait dire la même chose de plein de métiers en fait. En fait, on peut faire deux sortes d'analyses. Une analyse du temps long, qui est la crise du capitalisme technocratique, on appelle ça en marxiste, c'est-à-dire du capitalisme administré par l'État, avec deux phases.
une première phase fordienne après 45 jusque dans les début des années 70 très interventionniste pour l'État. Très interventionniste dans le sens où c'était un des principaux animateurs du marché, pas simplement en termes de régulation, mais en termes d'investissement et aussi de débouchés à la production, notamment pour la reconstruction, etc. Et puis tu as une deuxième phase du capitalisme technocratique qui est le capitalisme néolibéral, où là justement l'État s'est retiré des politiques économiques interventionnistes, presque complètement arrêté les investissements publics et a complètement arrêté aussi d'être un débouché de la production. Donc c'est la privatisation, la suppression des services publics, etc. Donc ces deux phases-là, en fait, du capitalisme technocratique, elles rentrent en percussion avec un modèle agricole qui était le modèle de la reconstruction après 45, après la guerre, qui a été soutenu justement par tout un tas de politiques économiques, dont des politiques économiques interventionnistes et presque protectionnistes. Quand on parle de la politique agricole commune, c'est une politique qui est à cheval en fait sur ces deux périodes fordiennes et néolibérales, justement pour relancer d'abord la production agricole, pour pouvoir, après la guerre, pour pouvoir la moderniser et faire en sorte qu'il y ait une forme d'autonomie des nations de l'Europe initiale et puis ensuite de l'Europe en général. Et après, c'est aussi une politique d'intervention et de régulation du marché économique, des prix, etc., pour pouvoir euh, que justement le marché européen alimentaire et agroalimentaire, il ne faut pas oublier, la PAC, c'est pas simplement que la production des matières premières alimentaires, c'est aussi la production agroalimentaire, puisse être efficient dans la dynamique d'un capitalisme néolibéral, c'est-à-dire qu'il puisse avoir un profit adéquat. Ce système-là, en fait, il commence à rentrer en crise. Il rentre en crise de la même manière que tout le système capitaliste. Son accumulation, comme tu l'as dit, sa volonté d'accumulation du profit fait qu'on concentre, on concentre la production agricole. Donc, j'ai regardé les chiffres avant qu'on fasse notre capsule là. On est passé dans les années 60 de 30% du secteur de production qui était dédié à l'agriculture à aujourd'hui 5%. Et on est passé de près de 20% de gens qui travaillaient dans l'agriculture à 2,5%. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 600 000 personnes, 700 000 personnes qui travaillent dans l'agriculture à l'échelle de la France, donc sur presque 67-68 millions d'habitants. Il y en a que 700 000 qui travaillent dans l'agriculture, et dedans, il y a 500 000 propriétaires, avec des disparités de propriétaires, et 250 000, 200 000 ouvriers agricoles. Donc c'est vraiment un secteur très réduit, très concentré sur de la propriété, parce que contrairement au secteur industriel où le taux de salariat est beaucoup plus important que le taux de propriétaire. Là, c'est l'inverse. Donc, ça donne des mentalités de classe, des consciences de classe, des fausses consciences de classe assez particulières. Mais surtout qu'en plus, ça veut rien dire, tu vois, quand tu dis propriétaire, entre le type qui a juste de quoi nourrir sa famille de son boulot, tu vois, et limite qui n'emploie pas d'ouvriers agricoles, et le gars qui tourne qu'avec des ouvriers agricoles et des maîtres d'exploitation. Parce qu'il a 30 000 exploitations, tu vois. Enfin, les deux, ils sont propriétaires, mais c'est pas exactement pareil, quoi. Donc, c'est pour ça Complètement. que c'est un métier compliqué, tu vois. C'est Tout un métier comme. compliqué. À analyser en marxiste, c'est pas si évident, tu vois. Tu peux pas dire qu'il y a les 500 000 propriétaires agricoles, c'est tous des ennemis de classe, tu vois. Nous, avec Position, ce qu'on a commencé à dire, c'est justement que agriculteur, ça veut rien dire. Euh, Parce que justement, Parce que vous êtes des bobos. Ouais, carrément. Et nous, on pense que les fruits, ça pousse tout seul, de manière spontanée, comme les révolutions. Euh, non, ouais, ce qu'on a commencé par dire, c'est qu'agriculture, ça veut rien dire, justement parce que dans ces 500 000 propriétaires, il y a déjà une disparité de propriété. Euh,
Et si vous voulez regarder les chiffres, l'INSEE dit que le revenu moyen d'un ménage agricole, souvent des ménages, c'est 54 000 euros. Entre les deux, il y en a qui gagnent presque 100 000, 80, 70 000, notamment dans les grandes exploitations céréalières, dans la viticulture, etc. Et puis il y en a qui gagnent 10, 12 000. C'est toujours un peu compliqué d'estimer. Il y en a qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Après, c'est toujours un peu compliqué d'estimer, on va dire, le bien-être en fait, des agriculteurs parce que le fait qu'ils produisent de la matière alimentaire, qui sont souvent propriétaires de leurs bâtiments, en fait, ils ont beaucoup moins de charges qu'un ouvrier. C'est-à-dire qu'un un, un agriculteur qui se verse un salaire de 1000 euros par mois, bah, il n'a pas souvent pas de loyer, mais il y a beaucoup de locations agricoles. Hein, faut pas, voilà, donc ça faut le mesurer. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de loyer, il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas acheté à manger, voilà. Donc, mais ça reste des métiers extrêmement difficiles. Et en fait, ça reste aussi des métiers qui ont été, comme tu l'as dit, concentrés sur des très grandes exploitations dues à la modernisation, à l'intensif, etc. Mais il reste encore beaucoup de petits propriétaires. C'est pas un métier qui s'est complètement, on n'est pas passé à l'industrie agricole. Si on était dans l'industrie agricole, on aurait aujourd'hui, sur les 700 000 gens qui travaillent dans l'agriculture, 50 000, ouais, même pas 10 000 ou 5 000 propriétaires d'exploitation et le reste en ouvriers. On voit que c'est pas le cas. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre aussi la fausse conscience des agriculteurs, c'est-à-dire des gens qui sont, bah voilà, qui sont légitimement en train de se dire bah, moi je travaille, je me lève tous les matins, etc. Et qui sont finalement très en adéquation avec des ouvriers qui se lèvent tous les matins et qui galèrent tous les fins de mois. Et en même temps, eux, ils vont aller vers des logiques libérales parce qu'ils sont propriétaires. De la même manière, ça montre aussi le poids symbolique des. On voit par exemple qu'ils sont très soutenus, que même la droite n'ose pas y toucher, il n'y a pas d'intervention. Parce que le poids symbolique du monde paysan, de l'agriculture en France, il est très important. Ça a longtemps été le secteur principal dans ce pays jusqu'à 39-45. Comme je te disais, malgré tout, il est resté plein de petites productions, ce qui fait que bah, les gens ont quand même un attachement, connaissent quand même des gens agriculteurs autour d'eux, où la France est encore un département fortement rural. Donc tout ça crée un espèce de masquage de l'analyse où par défaut on voit les agriculteurs comme une unité de gens qui se lèvent le matin très dur, qui se couchent le soir et qui sont presque se sacrifient pour fabriquer de l'alimentation pour tout le monde, ce qui est vrai en partie. Et puis bah tu vois, t'as même des émissions comme Le Bonheur est dans le pré, là où non, L'amour est dans le pré, je sais pas, pardon. Tu vois, ce que tu ne verrais jamais, par exemple, ça n'existe pas une émission sur les salariés ouvriers qui galèrent et qui sont dans le célibat, tu vois, et de leur On va le trouver créer, ça. L'amour est dans l'usine. Et non, L'amour est dans l'usine, tu vois, ça n'existe pas, tu vois, parce que il n'y a pas ce pouvoir symbolique qu'il y a dans la mentalité française Ouais. de la paysannerie. Voilà. Donc tout ça, ça masque, ça floue, ça donne de la fausse conscience. Et c'est pour ça qu'il faut, nous, la gauche ou les analyses marxistes et matérialistes, on y aille un petit peu Mais à il y a tâtons. aussi, Et puis, ouais, vas-y. vas-y. Non, mais il y a Non, un non, je voulais côté. juste finir. Il y a aussi en plus, une déconnexion des fois alors là, c'est la fausse conscience des militants marxistes qui analysent le monde paysan français comme avec des structures mentales maoïstes. Tu sais, qui te disent c'est les 4 États de Mao, faut s'appuyer sur eux, etc. Ou qui te disent ouais, Lénine a fait l'alliance avec les paysans en 17 contre. Voilà. Effectivement, c'est le cas, mais c'est pas du tout aujourd'hui les mêmes proportions. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est 2,5% c'est 2,5% du secteur d'activité. Donc, et dans ces 2,5%, c'est, comme on vient de le rappeler, 70% de propriétaires. Donc, c'est pas un point d'appui, on va dire matériel. Par contre, c'est un réel point d'appui symbolique. Et c'est là où la gauche, elle doit être, elle doit actualiser on l'a fait avec Position. Il y a le camarade N qui a fait un tweet qui marche plutôt bien. Si tu peux le montrer ou si tu peux mettre le lien, ce sera intéressant. Ouais, Mais là, la gauche, elle est intéressante. La gauche, elle doit mettre à jour elle doit mettre à jour ses analyses.
pour justement considérer que euh, c'est pas à proprement parler l'intégration du monde agricole ou paysan dans la lutte des classes qu'il faut penser, c'est justement cette révolte comme un effet de la crise du mode de production. Et Mm. pour finir, voilà, la crise du mode de production, c'est ce qu'on a dit dans notre précédente capsule. Ben, il y a une crise des débouchés. Aujourd'hui, il y a une crise des débouchés agricoles. Donc, en fait, bah, les prix baissent, les revenus baissent, la production baisse, etc. Donc, la compensation de ça, pour les agriculteurs, c'est forcément d'augmenter le taux d'exploitation. Et l'augmentation du taux d'exploitation pour les gros et les moyens, c'est l'augmentation du rendement. Donc ça demande du pesticide. Ou l'augmentation de l'exploitation de la main-d'œuvre. Et donc ça va demander justement de la baisse de salaire, etc. D'où toute la logique qu'on a des gens que tu vois dans les agriculteurs qui dit laissez-nous bosser. Alors, laissez-nous bosser, vous voyez, c'est absolument pas une phrase d'ouvrier. Personne, aucun ouvrier dit ça dans une manifestation ouvrière ou prolétarienne. Laissez-nous travailler. Non, on dit on veut des augmentations de salaire, on veut des. Voilà. Mais laissez-nous travailler, vous voyez, c'est vraiment une phrase de mentalité de propriétaire, effectivement, où les gens disent on veut moins de normes, on veut moins de contraintes, on veut moins de charges, etc. Parce que leur revenu à eux dépend de leur capacité d'exploitation. Et d'exploitation, c'est soit s'ils ont des salariats, bah, de compresser les cotisations et les salaires, soit d'augmenter le rendement, comme on l'a dit précédemment, hein, c'est-à-dire faire la même chose mais avec plus de marge. Et donc ça, bah, ça demande plus d'intensifs, plus de produits agricoles. Et là, on rentre en contradiction avec le capitalisme qui est en crise économique depuis quand même plusieurs décennies, et puis là, qui commence à avoir une crise écologique. C'est-à-dire que Mais même c'est une phrase de petit patron, de toute façon, laissez-nous bosser. Hein. C'est une phrase de c'est ça. restaurateur. Ouais. Mais tu vois, moi je voulais parler un peu de la représentation, et je pense qu'on va y venir, de la FNSEA, de la Confédération paysanne, de choses comme ça, mais montrer même qu'au-delà de ça, il y a des disparités à la fois symboliques, mais même financières, par rapport aux représentations. Je prends l'exemple d'une émission que j'écoutais, je crois que c'était Usul. Usul et lui, il parlait de l'alcool. Et il disait qu'à un moment donné, tu sais, le dry January, donc le fait de ne pas boire en janvier, Macron, au début, il avait dit oui à un moment donné, je ne sais plus en quelle année, et il avait reçu un coup de fil du président de l'association de la OC Champagne, quoi. Et le mec lui a très bien fait comprendre qu'en fait, c'était pas une bonne idée, quoi, le truc. Et typiquement, il y a une disparité là-dedans, c'est-à-dire que même à nombre d'hectares équivalent, bah, y a des choses en France où tu as du pouvoir, c'est-à-dire que le mec qui dirige la l'AOC du Champagne ou du Bordelais, tu vois, il va avoir un pouvoir, il va avoir des moyens de pression, il va avoir un réseau, même peut-être international, que ne vont pas avoir le mec qui fait de la betterave, de la betterave dans le Nord, tu vois. Ouais, tout à fait. Et donc on est dans un endroit où c'est quand même très très spécifique. Quand on parle d'agriculteur, tu parles à la fois du mec qui a des betteraves, du mec qui a qui a des, je sais pas, des bœufs, du mec qui a qui fait du vin mais qui a 2 hectares, 2 hectares en Loire dans un truc qui coûte rien, tu vois, et puis du mec qui a 100 hectares en Champagne, tu vois. Et en fait, là-dedans, il y a un mec, il est millionnaire, tu vois, voire il est multimillionnaire, tu vois. Donc c'est vrai que c'est très compliqué à analyser. On peut pas du tout l'analyser comme tu disais, comme si c'était le prolétariat soviétique ou le prolétariat chinois d'avant la Révolution, quoi. D'autant que tu disais ouais, que nous, il y a un capital symbolique aux agriculteurs, mais il n'y a pas de masse. Bah, là-bas, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de capital symbolique. Exactement. Tout le monde s'en battait les couilles. Par contre, il y avait de la masse, c'est-à-dire, alors, je sais pas les chiffres, mais j'imagine que dans la Chine pré-maoïste, les agriculteurs, c'est peut-être 80% de la population, tu vois. C'est pas 2,5%. Ouais, donc on est et dans puis un truc presque inverse où l'agriculteur, il a un côté petit bourgeois presque, parfois, petit patron. Un peu comme on dit les restaurateurs, l'agriculteur, ah bah c'est le bon français, lui il se plaint pas, il travaille et tout. Ce qui est vrai dans plein de cas. Mais en fait, ça comprend à la fois le mec qui est ouvrier à l'école agricole, qui se fait baiser la santé, c'est lui qui est en contact directement avec les pesticides et les trucs qui lui foutent des cancers. C'est lui qui
qui fait le travail le plus dur, qui fait un travail parfois à la tâche ou des trucs de merde comme ça et tout. Et puis le type qui est propriétaire de 100 hectares en Champagne, et puis en fait il a hérité de ça, et le type c'est un pur bourgeois pour le coup, quoi. Ouais. Donc faut Et tenir compte puis, de ça, et je trouvais d'ailleurs, juste pour parler, parce qu'on les non, aime vas-y, bien, vas-y. mais justement pour mettre un peu d'alerte par rapport à ça, moi j'ai écouté les vidéos du Canard Réfractaire, et je tombais il tombait lui un peu dans ce... Enfin, lui, eux, parce que c'est des vidéos Ouais, mais communes, mais il tombait un peu dans cet amalgame un peu populiste, c'est-à-dire, ah, les agriculteurs bougent, mais qu'est-ce que ça veut dire, les agriculteurs bougent? Je veux dire, des fois, quand il parle de la FNSEA, il dit, ah ouais, ils vont se faire trahir par leur syndicat. Non, mais la FNSEA, c'est le MEDEF des agriculteurs, tu vois. Enfin, moi, si le MEDEF fait un bien truc en sûr. faveur des patrons, je vais pas dire qu'ils ont trahi. Ils ont pas trahi, ils ont fait leur job, en Bah, fait. Donc, si la mm. FNSEA baise le mouvement en faveur des grands exploitants, ils auront fait leur job, en fait. Donc, faut pas dire qu'ils ont trahi, et faut pas être anti-syndical parce que la FNSEA a trahi. La FNSEA, son job, c'est de faire le jeu des grands propriétaires. Et c'est là la différence justement entre si demain on a une révolution prolétarienne ou ces émeutes des agriculteurs, ces révoltes, voilà, on peut l'appeler comme on veut. Mais euh, c'est de se poser la question des débouchés. Euh, L'idée c'est d'analyser est-ce qu'on peut se contenter d'être derrière, un pas derrière les agriculteurs, comme tu dis, du leadership qu'ils ont aujourd'hui et du débouché qu'ils recherchent. Non, c'est pas possible si on est progressiste. On peut pas aller les soutenir dans le fait de pouvoir avoir moins de charges, moins de contraintes environnementales, moins de euh, euh, plus de pesticides, voilà, plus de libéralisation du marché. C'est impossible. Donc, contrairement à des revendications demain, enfin, si demain Total ou Stellantis se met en grève pour une augmentation de salaire, il n'y a rien à dire. Tu vois, il n'y a pas de. On peut essayer de maximiser le mouvement, etc. Là, on ne peut pas maximiser le mouvement. Déjà, le mouvement va dans une mauvaise direction en termes de débouchés. Par contre, ça ne veut pas dire que ce corps social-là est un ennemi, une classe ennemie, ou on n'a pas à répondre à leur crise. Il y a une réponse de crise. Et la réponse de crise, par exemple, de Lénine, les gens qui veulent faire des comparaisons, la réponse de crise de Lénine après 17 à la paysannerie qui était en crise, bah, ça n'a pas été les mots d'ordre de la paysannerie. Ça n'a pas été la gestion par eux-mêmes de leurs terres, ça a été la nationalisation et puis l'industrialisation, etc. Donc, nous, ce qu'il faut qu'on arrive à comprendre, c'est alors sortir aussi de ce fétiche symbolique que de la marchandise. Euh, euh, il faut arrêter à gauche d'analyser la production et le rapport au travail par le débouché du travail. C'est-à-dire de dire, ouais, mais eux, ils font de la bouffe, donc ils sont supérieurs à ceux qui travaillent dans un bureau. Tu vois ce que je veux dire, Je Patrick? vois exactement, parce que Il y a, typiquement là-dedans, ce qui est dévalué, c'est la logistique, alors qu'aujourd'hui, sur logistique, on est baisé. c'est Enfin, ça. Et toutes puis les tu maillons de peux la faire chaîne de sont la bouffe. importants. Puis tu peux faire de la bouffe de merde, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux rendre un service hyper utile et faire de la bouffe de merde. Enfin, Ah, ça les n'a Anglais, ils sont au courant de ça, hein. donc, il y a ce fétiche-là. On a parlé du poids symbolique, historique de la paysannerie française, ce qui fait qu'il y a un poids, une espèce de rapport à ça. Beaucoup de gens ont encore dans leur lignée proche, tu vois, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont été paysans. Tu vois. Si tu remontes 3-4 générations, c'est pas beaucoup, hein. 3-4 Mm. générations, t'as beaucoup de gens qui ont au moins un paysan dans leur, tu vois, dans leur famille, donc c'est important. Et puis, tu as ce débouché ils font de la bouffe. Mais ça veut rien dire. Ok, ils font de la bouffe, mais les gens qui sont maçons, les gens qui fabriquent des meubles pour ranger cette bouffe, les gens qui fabriquent des frigos, ils font des trucs tout au moins aussi utiles. Voilà. Et puis attends, Donc, attends, 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 ils font de la bouffe, mais non, le mec qui élève une vache,
il fait pas de la bouffe. Je veux dire il faut tout un truc pour transformer la vache et qu'à la fin elle Exactement. arrive dans ton assiette, tu Et, vois. Pareil, et le mec qui pareil fait du pour blé, le moi j'avais blé, acheté hein. du blé directement pour le manger, tu vois. J'achète de la farine, j'achète des pâtes, enfin c'est pas. Et puis le débouché, les gens qui fabriquent du blé, leur débouché, ils peuvent aller dans l'industrie du craquage alimentaire, qui extrait le glucose, qui extrait l'amylose, qui extrait le fructose, pour fabriquer des produits agroalimentaires qui sont des bombes cancérigènes. Donc, 'fin, ça n'a aucun sens d'analyser, on va dire, de hiérarchiser les classes, ou les secteurs industriels ou productifs par le produit qui est produit. On en a déjà parlé avec Tatiana Ventose. Mais je crois Mais que c'est un côté populiste où ils font ça, c'est pour opposer les élites qui ne feraient rien à la vraie France, tu vois, qui ferait de la bouffe, tu vois. Et je comprends ce qu'ils veulent dire derrière tout ça, mais en fait, tout le prolétariat est important. Je veux dire, tout le monde sert à quelque chose, tu vois, à part deux, trois parasites, mais c'est justement le rôle parasitaire de la bourgeoisie qu'il faut dénoncer, et pas hiérarchiser dans le prolétariat qui fait quoi en disant, ah, celui qui ramasse les poubelles, c'est moins bien que celui qui fait de la bouffe. En fait, on a besoin des deux, tu vois. exactement, le monde industriel est une totalité. Donc si aujourd'hui ils sont concentrés à faire de l'intensif pour certains et d'autres du bio à l'opposé, c'est justement parce que il y a tout le reste dans la logistique, dans la transformation industrielle, agroalimentaire. Enfin, tout ça est une totalité. Il n'y a pas de secteur supérieur à un autre secteur inférieur. Euh, les agriculteurs, quand ils produisent, voilà, ils ont, avec ces niveaux de rendement dont tout le monde se félicite aujourd'hui, eh ben oui, il leur faut derrière des semences, des tracteurs qui demandent des ingénieurs, qui demandent des bureaux d'études, qui demandent à côté des gens dans des bureaux. Enfin, tout ça, c'est un système productif global. Il n'y a pas voilà, des agriculteurs qui pourraient se passer du reste de la production, qu'elle soit de produits manufacturés ou de services. Donc ça, c'est aussi une fausse conscience qu'il faut qu'on oublie. Mais c'est normal en même temps. Les gens se représentent très bien ce que c'est un agriculteur et à quoi ça sert. Quand Il y, a tu vas la, voir, il, y a la, il y a la fausse conscience inverse aussi. Il y a les gens qui te disent, qui vont prendre le même argument que toi, qui vont dire ouais, tout le monde sert à quelque chose. On a besoin des patrons aussi. On a besoin en fait du mec qui gère 300 000 hectares parce que lui quand même il sait le faire, tu vois. Donc tu pourrais aussi te faire baiser dans l'autre sens. Mais justement, et c'est pour ça que on n'attaque pas la bourgeoisie pour sa gestion ou pour sa place dans la production. On l'attaque pour un rapport dans la propriété des moyens de production. C'est bien ça qu'il faut rappeler. C'est-à-dire que demain, dans l'entreprise communiste, il y aura peut-être toujours des hiérarchies euh, avec des gens, et il y en avait dans la RDA, etc. J'espère que non, j'espère que ce sera le plus horizontal possible. Mais il y aura peut-être toujours des hiérarchies tournantes, etc. Avec des mandats, on peut imaginer plein de choses, de gens, comme tu dis, de gestionnaires. Mais sauf que ceux-là ne seront pas propriétaires du moyen de production et ne gagneront pas en même temps un salaire surimportant et en même temps la captation de la plus-value sur ce moyen de production. Mais ça, Donc c'est on ça, n'attaque pas la... je le dis tout le temps, tu sais, quand t'as des petits débats avec des amis en famille et tout, ils disent oui, mais ton truc, machin, Bernard Arnault, il gère bien son truc. Je dis, moi, je m'en fous de donner à Bernard Arnault un salaire. Et à la limite, même, on pourrait dire, voilà, Bernard Arnault, il gère un gros truc, on lui donne un gros salaire. Mais la plupart de l'argent de Bernard Arnault, il est pas là parce qu'il gère un truc, il est là parce qu'il a une propriété privée Ça. d'LVMH. Ça n'a rien à voir, en Tout ce fait. qu'on veut, à la rigueur, c'est on va faire un communisme magnanime de transition, un socialisme magnanime de transition. On va dire Bernard Arnault, tu gardes tes 200 000 euros par mois. Voilà. Par contre, les 1 milliard de dividendes que tu touches, c'est redistribué une tête, une somme pour les gens de LVMH. Tu vois, c'est ça la différence. J'exagère, en fait, on lui prendra quand même aussi son salaire. Mais voilà, c'est pour ça qu'on n'attaque pas la bourgeoisie dans son rapport au travail. On n'attaque pas la petite bourgeoisie dans son rapport au travail. Est-ce qu'elle bosse ou est-ce qu'elle bosse pas? Est-ce qu'elle est feignante ou est-ce qu'elle est pas feignante? Est-ce qu'elle se lève le matin ou est-ce qu'elle se lève pas le matin? Ça, c'est vraiment une vision fétiche du travail. Qu'est-ce qu'on va dire après? On va dire bah, les gens qui sont handicapés, les gens qui ont des maladies, etc., qui ne peuvent pas se lever le matin, etc. Ceux-là, on les déconsidère moins
parce que à côté on voit des patrons qui se lèvent tôt. Bah, ça veut rien dire ça, tu vois. Donc non, on attaque pas les patrons. C'est un rapport de propriété qu'on critique quand on est communiste. Pas un rapport de division du travail. Ça, c'est important. Il y a aussi la division du travail qu'il faut interroger. Parce que ce rapport de propriété, effectivement, bah, il donne une certaine sorte de division du travail. Mais si tu veux, tu peux pas attaquer l'un sans l'autre. Tu ne sortiras pas de la division du travail capitaliste si tu ne sors pas de son rapport propriétaire. Et inversement, tu ne sortiras pas de son rapport propriétaire si tu n'attaques pas sa division du travail. Mais il faut bien comprendre que si les patrons, ils ont les, ils ont les meilleurs emplois, enfin les propriétaires de tout ou partie des moyens de production, ils ont les meilleurs emplois, bah, c'est souvent parce qu'ils sont propriétaires de l'usine, quoi. Je veux dire, t'as remarqué que Bernard Arnault, il donnait la direction à son fils de je sais plus quelle branche de LVMH. Il lui a pas dit, bon, bah, tu vas aller à la chaîne parce que voilà, c'est une place comme une autre. Tu vois, ça fait partie de la production. Voilà, toutes les places se valent, quoi. Tu vois, donc, J'aime bien d'ailleurs ce truc-là avec Bernard Arnault, son fils. Et après, les gens ils sont là, oui, il a fait Polytechnique, mais tu sais, les gens ils se rendent pas compte que le fils de Bernard Arnault, il a plus de chances d'avoir Polytechnique que d'autres, tu vois. Genre le mec, Mais oui. Voilà. derrière lui, je sais pas, imaginons qu'il il soit un peu moins bon sur une matière. Il a tous les meilleurs profs privés qu'il veut. Il a les meilleurs prépas privés qu'il veut. En plus de ça, on l'a vu avec les gamins d'Oudéa Castéra. Des fois, même quand ils sont pas forcément très bons, on leur donne quand même parce que quand même, tu comprends, c'est le gamin d'Oudéa Castéra, tu vois. Oui. Donc, il doit pas être débile, hein, évidemment. S'il a eu Polytechnique, il doit pas être débile. Mais c'est pas du tout pareil que si t'avais un type du fin fond de la Creuse ou du fin fond du 9-3 qui avait Polytechnique, tu vois. C'est pas la même trajectoire de vie, quoi. Mais non, mais c'est ça. C'est pour ça que la question du mérite est toujours bon. Revenons Oui. à nos agriculteurs. C'est pour ça que agriculteur n'est pas une classe. Voilà. Agriculteur n'est pas une classe. Mais d'ailleurs, il est pas agriculteur, Bernard Arnault, parce que je crois qu'il a NC, tu vois, donc ça veut dire qu'il a il a du cognac, donc il doit avoir quelques vignes, donc il est agriculteur, Bernard Arnault. Bah, en fait, non, justement. C'est ça aujourd'hui. C'est pour ça que c'est difficile. Par exemple, dans le vin, dans le champagne, par exemple. Par exemple, NC ou du champagne comme, tu sais, les champagnes très. Moët et Chandon, tu vois, bah, Ouais. ça fait partie. Moët et Chandon, hein, euh, c'est LVMH aussi. Hein. Ouais. C'est le M de LVMH. Ouais. C'est Louis Vuitton, Moët NC. Et en fait, eux, ils ont une marque, ils sont assembleurs et ils achètent du pressage, que ce soit en cognac ou que ce soit à des agriculteurs, en fait. Donc eux, Ouais. ils achètent ça. Ce qui est très rentable, hein, pour les gens qui ont des parcelles en Champagne ou qui ont des parcelles en Cognac, hein, tu vois, parce que c'est des types Ouais. à 500 mètres près, parce qu'ils ont l'appellation, ils peuvent faire n'importe quoi avec leur vigne, ils savent qu'ils vont pouvoir la vendre à Meum ou à Moët-et-Chandon, pendant que l'autre, il va se galérer à faire de la méthode champenoise ou du crément à côté, à 12 balles la bouteille, alors que finalement, le raisin n'est pas tout à fait différent, etc. Bon. Bref, mais donc voilà, on peut pas dire qu'il est agriculteur, il est industriel. Ouais, ouais, ouais. Après, je sais pas s'ils ont pas quelques vignes, il y a quand même quelques Oui, petits donc cognacs, peut-être hein. sur quelques Mais, vignes. mais c'est vrai qu'en plus, la baise là-dedans, c'est que, tu sais, le cognac, ça marche vraiment par mode. Là, en ce moment, c'est à la mode parce qu'il y a des rappeurs qui en ont bu, machin, mais moi, j'ai visité quelques exploitations et les exploitants ils disent, bah, le problème quand tu vends à Annecy, c'est que le jour où le cognac, ça marche plus, ils t'achètent plus ton truc et c'est toi qui te retrouves avec du raisin en trop, tu vois. Donc, c'est vraiment à double tranchant. Si t'as 100 hectares à écouler, mais qu'en fait, d'un coup, le gars qui t'a acheté 95% de ta production te l'achète plus, t'es dans une merde, mais Ouais. t'imagines pas, à la limite, t'es obligé de vendre à perte ou je sais pas quoi, quoi. Mais t'as raison, justement. Donc, ça fait le lien avec les agriculteurs parce qu'effectivement, le cognac est devenu à la mode grâce à Busta Rhymes et à sa célèbre chanson Passe de Courvoisier. Et ça, c'est vraiment la crise aujourd'hui du mode agricole, de ce que vivent aujourd'hui les agriculteurs. Là, toute classe confondue au sein des agriculteurs. Comme on l'a dit, agriculteur est un secteur de production. C'est comme industriel. Tu vois. Par exemple, industrie, quand vous êtes dans l'industrie, il y a des patrons, des petits patrons, des autopatrons, et puis il y a des ouvriers employés. Bah, l'agriculture, c'est pareil. Donc, agriculteur, ça veut rien dire. Euh, euh, et donc voilà, aujourd'hui, ils vivent une crise structurelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la balance commerciale agricole française, elle est en train de baisser, 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 baisser.
Je sais pas si tu es au courant de ça. Ça veut dire que les débouchés de la production agricole, elle est en train de se réduire. Les politiques d'extension de l'Union européenne et d'extension du marché européen à l'Est, là où il y a des extrêmes, des productions agricoles énormes, dont un des plus gros en Europe s'appelle l'Ukraine. Ben La rentrée de la Pologne, de l'Ukraine, bientôt sur des marchés comme ça, bah, fait baisser effectivement les capacités d'export de nos agriculteurs français. t'es en train de Et dire que les exploitations héritées de l'Union soviétique sont supérieures en productivité, c'est ça? alors non, pas du tout. En vrai, pas du tout. Pour connaître un peu le sujet, euh, elles ont des rendements beaucoup plus faibles, mais elles sont beaucoup plus étendues. C'est-à-dire que la taille d'exploitation de blé ou de tournesol en Ukraine, c'est presque 10 fois plus, avec des rendements moindres que la France, mais la taille est énorme, quoi. Voilà. Donc, et pareil pour la Russie. Voilà. Et donc tous ces marchés-là bah, font baisser en fait, cassent le mode de production de l'agriculture française qui était orienté vers l'export, d'abord vers l'Allemagne, l'Italie, etc. Aujourd'hui, eux trouvent d'autres sources d'approvisionnement. Donc ça veut dire que les débouchés se tarissent euh, euh, pour l'agriculture française. Donc, comme on l'a dit, puisque le débouché il diminue, bah, il faut augmenter le rendement et donc l'intensif et donc la baisse sur les salaires, etc. Et puis, euh, il rentre en crise aussi avec la compression de la demande, même interne en France. On voit bien que depuis l'inflation, les gens se serrent la ceinture, consomment moins. Et aujourd'hui, par exemple, il y a deux, on va dire, si on prend les deux extrêmes, les gens qui produisent du très gros intensif, eh ben, ils sont obligés de refaire encore plus de l'intensif. C'est pour ça qu'on voit la FNSEA gueuler contre les, euh, les Énorme. normes sanitaires, écologiques, etc. Parce que eux, ils savent très bien que s'ils veulent compenser la baisse des débouchés en Europe et dans le monde, bah, il va falloir qu'ils produisent encore plus avec les mêmes moyens, donc encore plus d'intensifs. Et puis à côté de ça, on a nos petits paysans français qui se sont transformés, qui font du bio, qui font voilà qui sont un petit peu Du plus, local, qui ouais. sont plus vertueux, etc. Locaux, qui eux se prennent dans la gueule l'inflation que subissent les salariés français, enfin je veux dire le prolétariat français et les consommateurs français, parce qu'aujourd'hui ça devient trop cher par rapport à la compression des salaires et à l'inflation générale des matières agroalimentaires. Donc on a aujourd'hui deux secteurs extrêmes d'agriculteurs, des vertueux et puis on va dire des archaïques, voilà, des productivistes, voilà, on va dire des vertueux et des productivistes, qui, pour des raisons, on va dire, conjoncturellement différentes, ne trouvent plus de débouchés, alors, enfin, commencent à avoir leurs débouchés se tarir, et qui se retrouvent dans la rue ensemble, alors qu'en fait, il y en a un qui est la FNSEA, la tête, et puis les gros autour de lui, qui a un débouché politique réactionnaire, hein, c'est-à-dire qui veut revenir à l'intensif, le productif et à la libéralisation du marché, enfin, la libéralisation, le protectionnisme français et le marché libéral européen. Donc ça, c'est un débouché réactionnaire. Et les mêmes qui vont être plutôt à la Confédération paysanne ou même en indépendant, etc., ou même d'autres petits syndicats beaucoup plus... voilà, qui eux auraient un débouché progressiste, ça veut dire qu'ils voudraient être soutenus et retrouver des débouchés. Et là, nous, la gauche, on est obligé, on ne doit pas attaquer le truc en bloc, on doit choisir. Voilà. Et on doit choisir et on doit dire, bah non, ce qu'il faut, c'est sauver l'agriculture française, mais en même temps la transformer. Donc ça veut dire qu'il faut attaquer le débouché et la tête de ce mouvement agricole qu'est la FNSEA. euh, en, euh, et là, il y a plein de solutions. Et puis soutenir la demande, la transformation de ceux qui sont en cours ou de ceux qui l'ont déjà fait. Et donc là, l'État, bah, il doit redevenir interventionniste, ce que ne veulent absolument pas les néolibéraux.
Voilà, Ouais, mais oui. l'interventionnisme étatique. Mais le Et truc, en c'est fait, ça. Moi, j'y pense souvent. D'ailleurs, quand tu vois des trucs avec des normes, tu te dis, bah ouais, mais le mec, le gars qui est un petit peu déjà vertueux, en fait, ça a l'avantage, ces normes, parce que les normes demandées par l'Union Européenne, c'est absolument pas l'enfer. C'est pas des trucs, c'est pas des zinzins de l'écologie, l'Union Européenne. Donc, en fait, la plupart des petits agriculteurs qui font déjà du bio, qui font déjà des trucs comme ça, ça va pas leur changer la vie, ces normes-là. Donc, moi, je me disais, c'est cool, ça avantage les petits agriculteurs. Donc, en fait, il y a vraiment un côté de la revendication ou si on cède, bah, ça désavantage les petits agriculteurs qu'on voudrait soutenir, quoi. Donc faut vraiment prendre ça comme ça, et plutôt que de prendre exactement. toutes les revendications dans un bloc qui sont souvent en plus dit par un représentant de la FNSEA, il faut comprendre qu'est-ce qui va dans notre alliance de classe, quoi, parce que les petits agriculteurs, les salariés agricoles, c'est des gens qui sont qui sont dans la classe qu'on veut soutenir. Et quelles revendications vont en sens inverse. En fait, les deux n'ont rien à voir, quoi. Imaginons demain un mouvement aussi intense euh, PME, TPE en France. Tu vois. Mm. Parce que la crise, c'est pas impossible, hein, parce que la crise va s'accentuer, les débouchés dans le secteur de la construction, dans le secteur de la manufacture, etc., vont s'intensifier, le chômage, ce que vivent les agriculteurs, tu vois, les dépôts de bilan, etc. Imaginons, demain, il y a des propriétaires des artisans, de SARL, de SA, de TPE, PME, avec leurs ouvriers qui sont en train de se battre contre l'agriculture. Voilà. Et puis, on a la CFE-CGC, ou je sais pas quel syndicat ou même le MEDEF, une partie du MEDEF, tu vois, qui porte la tête de ce mouvement-là. Est-ce qu'on va dire soutenons l'industrie? En gros, oh, les industriels, ils produisent. Bah non, on sera bien obligé de dire oui, il y a un problème dans le mode productif qui impacte l'industrie et qui impacte la classe ouvrière. Et forcément, de fait, la crise du mode de production, et ça date de Marx, elle impacte toujours aussi les classes intermédiaires. C'est pour ça que les classes intermédiaires, elles sont toujours en tension. Et elles rejoignent soit le camp réactionnaire, soit le camp révolutionnaire. Parce que le mode de production les broie, en fait. Ils sont toujours broyés entre les deux. Et donc, personne irait dire, ouais, non, mais le MEDEF, ils ont raison quand même. Voilà, faut les soutenir. Faut baisser les salaires pour qu'ils aient moins de charges et pour qu'ils puissent continuer de produire. Franchement, ils sont sympas. Regardez, sinon, comment on va faire des pâtes voilà, n'importe quoi, tu vois. Donc là, c'est la même chose, à une échelle moindre, à une échelle, voilà, c'est exactement la même chose. Voilà. Il y a aujourd'hui, et c'est le mode de production qui est en crise. Et donc là, il faut penser le mode de production. Moi, je vais dire clairement, aujourd'hui, ce qu'on a dit, il n'y a pas assez de paysans en France. Il n'y a pas assez d'agriculteurs. Mm. Donc c'est une filière qu'il faut relancer. C'est sortir du mode de production post-45, du mode de production ultra productiviste, orienté vers l'export. Ce qu'il faut, c'est avoir un mode de production orienté vers la suffisance alimentaire. La suffisance alimentaire, hein, qu'elle soit française ou ou avec les autres pays, c'est-à-dire par exemple avoir des politiques plutôt que d'exporter nos produits et de ramasser de la monnaie avec des pays qui sont en balance agricole déficitaire. Comment on fait des plans de coordination et de transformation pour que ces deux pays-là soient dans l'échange égal ou dans la suffisance alimentaire, tu vois. Mm. Aujourd'hui, la France, c'est la numéro un de fabricants de semences dans le monde devant les États-Unis. Je ne sais pas si tu es au courant, Non. mais c'est toutes les semences céréalières, c'est la France est le numéro un de production. Donc ça veut dire que on a un capital, on va dire technique et technologique en France de produire de la semence. Alors dedans, tu as des OGM, toujours pareil, hein, tu as de l'hétérogénéité. Mais ça, soit c'est exactement comme les vaccins. Soit ces brevets-là profitent à l'enrichissement des firmes industrielles qui produisent ces semences, etc. Soit ça profite à la communauté si ça permet justement de pouvoir cultiver des sols qui sont peut-être plus arides ou peut-être plus à risque. Voilà. Donc il y a cette transformation-là du modèle agricole, c'est-à-dire qu'il soit plus dispersé, qu'il soit plus homogène, avec moins de disparités, qu'il soit effectivement plus vertueux. Voilà. Et puis, bah, il y a effectivement la destruction du modèle productiviste et du modèle
ordo-libéral de la politique agricole commune, quoi. Donc là, la crise de mode du production capitaliste et donc ses impacts sur le mode de l'agriculture fait que les progressistes doivent avoir un projet de transformation du monde agricole avec l'intégration effectivement des agriculteurs. Et là, on peut aller loin, comme tu disais. Et je sais pas si vous avez des billes par rapport à ça à position, mais comment est-ce qu'on pense parce que c'est souvent le problème et souvent ce qu'on jette aux communistes, c'est-à-dire on se dit ouais mais les communistes ils sont pour un truc ultra productiviste, tu vois un peu en mode ce qui se passe en Ukraine, enfin ce qui sont pas d'ailleurs, tu disais qu'il n'y a pas beaucoup d'efficience, mais tu vois des espèces de grands trucs où on va s'en battre un peu les couilles des normes et puis on va faire du productivisme. Comment on fait en France qui a un tissu quand même de petits exploitants pour penser un modèle socialisé de comment ça s'appelle d'agriculture, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un modèle industriel d'agriculture. Je suis pas sûr qu'on en veuille forcément. Je suis pas sûr que ce soit dans le sens du temps, en plus de faire des grandes exploitations à taille, pas à taille humaine, tout ça, parce qu'en plus ça va à l'encontre de tout ce qui est local et donc de consommer peut-être un peu moins d'énergie pour le transport et tout comme ça. Comment est-ce qu'on pense ça? Parce que quand on pense ça, on pense forcément des petits patrons un peu. Enfin, on a l'impression qu'on pense forcément des petits patrons, quoi. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est remettre dans cette transition, peut-être vers un modèle beaucoup plus dépropriétarisé, mais remettre l'État, comme dans tout socialisme, en fait, dans la transition vers le communisme, un peu plus acteur de tout ça. C'est-à-dire, donc, ce qu'il faut, c'est de faire en sorte que l'État redevienne un débouché concret à la production des propriétés euh, agricoles. Voilà. Je pense qu'il faut aussi penser un peu plus les coopératives, voire même les syndicats locaux de contrôle et de gestion des petites propriétés. Et c'est là où il y a une transition. Aujourd'hui, on voit par exemple que souvent des charges qui sont importantes sur les propriétaires agricoles, c'est les dettes. Alors les dettes pour l'exploitation, les dettes pour le matériel, etc. Bah là, clairement, on pourrait penser à une collectivisation au moins de ces moyens-là. Euh, euh, Ce qui est déjà au, en partie le cas pour connaître un petit peu moi le milieu ouais, les viticole par GAEC. exemple. Souvent les mecs, quand t'as 3 hectares, tu vois, t'as pas un putain de pressoir pneumatique ou je sais pas quoi. Donc en fait, il y en a un pour 7 par exemple, un pour 7, un pour 8. Les mecs, ça leur permet de mettre 15 000 balles chacun et pas de mettre 120 000 balles tout seul, tu vois. C'est ça. Et ben ça pourrait par exemple être, ça pourrait être dans la relance en fait de la filière agricole, ça pourrait être par exemple des investissements publics dans des équipements collectifs, voilà. C'est-à-dire que les gens du coup n'auraient même pas besoin de dépenser 15 000 au lieu de 100 000, mais auraient accès à ce pressoir-là, etc. Et le fait d'avoir un modèle où les gens ont soit une propriété, soit une concession, parce que ça peut être aussi ça. Par exemple, il y a aujourd'hui des terres cultivables qui sont mal exploitées, sous-exploitées, surexploitées, euh, et qui sont laissées à des propriétaires qui font n'importe quoi. On pourrait imaginer la puissance publique, ça peut pas forcément être l'État, ça peut être régionalisé, territorialisé, mais des puissances collectives, publiques, qui, par exemple, auraient le droit de préemption sur des ventes de terres cultivables et agricoles, comme on fait par exemple avec les bâtiments, etc. C'est de dire, bah, user un peu plus du droit de préemption en disant, bah voilà, toutes ces terres-là qui sont transformées pour faire des lotissements ou pour faire, parce qu'elles sont plus, voilà, qu'elles puissent être préemptées par la puissance publique, rachetées et euh, euh, concédé, tu vois, pas non plus vendu, mais concédé sans location à l'exploitation, à des petits artisans, contre des normes écologiques, etc., pour justement répartir. Mais il n'y aura pas de possibilité de sortie du modèle libéral agricole sans justement des nouvelles normes de propriété et un investissement par la puissance publique. Voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer quand tu parles d'État de quelque chose un peu comme on a avec les profs, parce que les profs, on pourrait faire une analogie, dire qu'ils sont un peu
ils ont aussi leur petit domaine, tu vois. Ils ont une classe, ils ont 30 élèves, ils bossent pas dans une usine, tu vois, les profs. Ils sont pas dans un travail partagé réellement. Alors oui, chaque année est partagée, mais quand t'es prof, je sais pas, t'es prof de CE1, tu fais ta classe de CE1 pendant l'année, tu vois. Et est-ce qu'on pourrait pas avoir un modèle comme ça où l'État qui a par exemple des terres va concéder la possession de la terre à un mec qui va s'occuper de, je sais pas, 5, 10, 20, 30 hectares sur un endroit, sans avoir du coup en échange à devoir acheter ce truc-là, à avoir un crédit sur le dos, à finir par se suicider Mmh. parce qu'il n'arrive pas à rembourser le crédit. Mais on dit, bon, ce truc-là c'est à l'État, c'est à toi là parce que tu t'en occupes. Si un jour tu t'en occupes plus, par contre, bon, bah, ce sera peut-être plus à toi, tu vois. Et faire comme ça, quoi. Pour les petites C'est ça l'idée de propriétés. c'est ça l'idée de la concession. Et ça sortirait en plus, ça permettrait de moderniser, de transformer. Et ça sortirait aussi de toute la logique patriarcale de devoir transmettre sa terre, etc. Tu vois ce que je veux dire? Quand la concession arrive à son Mm. terme, bah, tu retrouves quelqu'un qui veut le faire, etc. Tu crées une file. Tu vois, donc c'est cette propriété collective ou qu'elle soit étatique, régionalisée, elle pourrait être régionale, par exemple, tu vois, avec... Parce que c'est moi je vois qu'il y intéressant a... aussi, c'est intéressant, moi je parlais de syndicats régionaux, c'est intéressant aussi, par exemple, moi qui suis dans des territoires ruraux aussi, de savoir que proche des cultures intensives, notamment céréalières, tu as plein de gens qui ont des problèmes respiratoires à cause des pesticides et tout, tu vois, aujourd'hui, le problème agricole, il touche aussi des gens de manière collatérale. Les pesticides, c'est pas simplement ceux que tu ingères, c'est ceux qui sont dans l'air quand tu habites à côté de ce genre de production. Bah, Donc c'est même, moi je trouve le plus important presque, hein, parce que des voilà, fois, moi j'entendais parler une fois d'un mec qui disait, oui, tu vois, c'était un truc sur le rhum bio, tu vois, il disait le rhum bio ça sert à rien parce que de toute façon dans la distillation, les pesticides ne passent pas. Il a peut-être raison, je sais pas s'il a raison, mais en fait quand t'achètes du rhum bio, tu te dis que les mecs qui coupent la canne à sucre, ils ont pas des pesticides dans la gueule, tu vois. mm, Et ça veut dire que les populations des DOM ne se prennent pas des pesticides plein la gueule. Donc ouais, dans le produit fini pour toi, c'est peut-être, ça change peut-être rien, mais en fait dans la vie des gens, ça change quelque chose, tu vois. c'est ça. Et aujourd'hui, tu as des gens qui sont proches de grosses productions agricoles, et le pire, c'est les céréales, parce qu'en plus, les céréales, c'est le débouché principal en France, c'est pour l'alimentation animale. Donc là, on fait vraiment n'importe quoi. Et bah, tu as des gens qui ont des taux d'asthme ou de maladies respiratoires, etc., supérieurs à des villes polluées, quoi. Ouais. C'est-à-dire que et donc ça, tu te dis, on pourra pas échapper non plus à un contrôle collectif, tu vois, des gens, de se dire, bah attention, il y a une concession de la terre, les habitants autour doivent avoir un mot à dire sur la manière dont elle est exploitée, etc. Donc, c'est-à-dire remettre aussi de la démocratie dans Mm. la production industrielle, mais dans la production aussi agricole. Voilà. Donc, il y a des possibilités concrètes. Clairement, les grosses exploitations ultra-intensives, bah voilà, être progressiste, c'est la nationalisation ou l'expropriation. Ces gens-là, moi, j'en ai rien à foutre, voilà, d'exproprier un énorme propriétaire qui te balance du pesticide, qui fabrique des méga bassines ou qui pompe des nappes phréatiques, voilà, pour la redistribuer, que ce soit en concession, en production nationale, etc. Enfin, il y a plein de possibilités. Ce qui est sûr, c'est que la transformation du modèle productif devra se faire exactement comme après 45. C'est une reconstruction en fait du modèle. Mm. Après 45, la reconstruction, ça a été la mécanisation, l'automatisation, la concentration. Bah là, il va falloir déconcentrer, repenser. Ouais, il va falloir même se poser la question du rendement. Mm. Il va falloir se poser la question des limites du rendement en se disant, mais oui, il y a une possibilité de maximisation des terres jusqu'à une certaine limite. Et à un moment donné, si on veut des produits de qualité, et ben, plutôt que de concentrer 1000 tonnes sur un hectare, et ben, va falloir faire 500 tonnes sur 2 hectares, quoi. Voilà. Ouais, et puis en plus, Euh, ça va répartir du travail sur la population. On parle souvent des exactement. bullshit jobs et tout.
Si, bon, déjà, si tu fais en sorte que les gens qui bossent dans l'agriculture bossent que 35 heures, déjà, je pense que tu doubles le nombre de postes. Enfin, peut-être pas, tu vois, mais genre, Tu si triples, tu à mets mon assez avis. de monde pour que les mecs, À mon ils aient avis, pas. tu triples. Non, mais c'est ça, tu vois, si tu mets assez de monde pour que les mecs aient pas à bosser jour et nuit et puis les week-ends, enfin, ça te crée déjà des postes. Et en plus de ça, si tu fais de l'agriculture un peu plus saine et tout, bah, vu que tu produis moins, tu as besoin de plus de monde pour faire plus d'hectares. Vu que tu utilises parfois moins de pesticides ou des choses comme ça, bah, tu as peut-être besoin de gens qui vont aller faire une opération qui a été faite par le pesticide, je sais pas, décavaillonner ou désherber ou je ne sais quoi, tu vois, qui vont devoir le faire à la main, donc ça va prendre du temps. Et il y a des gens qui disent oui, mais du coup, c'est le retour à l'âge de pierre, ça va être l'enfer. Bah, c'est l'enfer si tu fais ça 90 heures semaine, mais il y a des gens, entre, je sais pas, désherber, faire ramasser des légumes et tout, 35 heures semaine, et puis, et puis d'autres boulots, en fait, enfin, c'est un peu. Il y a Ouais, des bien avantages et sûr. des inconvénients à tout boulot. Moi, je connais plein de gens qui sont contents d'être Et bien paysans sûr, et parce puis on que peut tu es se dans la nature, t'as des inconvénients, mais t'as des avantages aussi. et puis Être on peut se 35 dire, heures devant une ligne téléphonique à répondre à des mecs qui viennent se plaindre pour je sais pas quoi, c'est super chiant aussi, en fait. Enfin, ouais, et puis on peut arrêter aussi, on peut aussi se dire que dans des métiers très physiques comme ça, les gens peuvent faire que 24 heures au lieu de voilà. 35. Enfin, tu vois, c'est Hmm. pas non plus. Mais donc ça, c'est la partie transformation, donc il y a plein de possibilités. Et ensuite, il va falloir aussi trouver des débouchés. Et ça, pareil, l'État va devenir comme dans le Fordisme, ou voilà, ou dans un modèle socialiste, il va falloir aussi que l'État devienne d'abord un des débouchés. C'est le principal, hein, si on veut avoir avec nous les agriculteurs les plus vertueux, c'est de dire, mais attendez, on va pas vous enlever des contraintes écologiques, on va pas vous rajouter des pesticides, on va pas baisser les salaires de vos ouvriers, on va pas, voilà. Par contre, on va s'assurer que vous trouvez chaque année des débouchés à vos produits bio, à vos produits sains, etc. Euh, et là, des débouchés, il y en a à l'appel. Les cantines scolaires. Je veux dire, demain, n'importe quel programme progressiste devrait dire, pour relancer et accentuer justement le bien-être des paysans vertueux et écologistes dans ce pays, de dire que toutes les cantines de toutes les écoles de France, une fois qu'on aura fait, qu'on aura supprimé toutes les écoles privées et qu'il y aura que du public, voilà, que tous les enfants français mangeront bio et gratuitement à la cantine, le midi, mais voire même le matin, voire même le goûter, voire même le soir, pour voilà. Les hôpitaux, voilà, peuvent aujourd'hui les hôpitaux, ils rendent pas des produits bio donc c'est paradoxal. Les hôpitaux qui soignent des gens font des réductions de coûts sur la bouffe qui contient des pesticides. Hmm. Tu vois le paradoxe absolu. Donc voilà, et donc c'est débouché les administrations, voilà, les gens qui travaillent dans l'administration, il y a des cantines, enfin, voilà, il y a des débouchés possibles. Mais il faut des débouchés de masse, quoi. Il faut faire en sorte que les gens ils aient un carnet de commandes qui soit rempli sur les produits qui sont les plus vertueux. Et effectivement, bah, les autres, bah oui, on va les contraindre à la norme et qu'on soit clair. Les gens de la FNSEA, enfin, un programme progressiste, c'est de faire disparaître la FNSEA. Enfin voilà, personne serait choqué que je dise un programme progressiste, c'est de faire disparaître le MEDEF. Oui, ben Putain, c'est pareil pour la FNSEA. faut que je fasse venir Johan sur la chaîne pour en débattre là, parce que comme ça il t'effondrera la FNSEA. Bah, quand il veut, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Mais ça, Non, c'est le non, non, côté non, un mais je peu. lui ai envoyé un MP d'ailleurs, il m'a toujours pas répondu, mais je comprends pas ce qu'il trafique là, essayer de. Mais parce que ça, c'est leur. Il bande les agriculteurs comme C'est si parce que c'était c'est un des truc large, comme autonomes. si c'était. Quoi? C'est en fait. On croirait que c'est les gilets jaunes, la FNSEA et tout. Mais non, Enfin, mais Johan et le canard, c'est des Bretons. Ils ont un côté. Tu sais, ils sont dans l'autonomie archaïque. Tu sais. C'est des mi-chouans, mi-toto. Tu vois, c'est ça. C'est ça les Bretons du canard réfractaire. Ils ont un côté chouan anti-jacobin et toto. Tu vois, et donc ils ont un côté Pontex, dès qu'ils voient une révolte, que ce soit des gilets jaunes, des bonnets rouges, des agriculteurs, etc., c'est trop bien, des fourches, tu vois. Ouais, pour eux, c'est ça, tu vois. Donc, les mecs ils sont à côté Camelot en fait à la fin. ils ont un côté comme ça, révolte, tu sais. Et puis voilà,
Mais oui, l'épisode Kaamelott est marrant pour ça quand il dit mais pourquoi qu'on gueule? Non mais ça on verra après. Tu vois, c'est voilà, ils ont un côté fascination de l'émeute et de la révolte, indépendamment des débouchés. Et alors qu'on soit clair, hein, euh, même ma position n'est absolument pas pour dire ce qu'on disait sur Twitter l'autre fois, c'est justement parce que le mouvement il n'est pas assez prolétarien que les organisations révolutionnaires elles doivent être dans le mouvement. Parce Bien que sûr. le jour Bien où il y sûr, aura d'ailleurs, on le voit là une... avec la Confédération paysanne, la CGT qui arrive. Ça Voilà. peut donner un vent de frais et pousser en fait les gars qui suivaient, qui étaient des petits exploitants, qui étaient des salariés agricoles, qui n'avaient aucun pouvoir dedans parce que il y avait la FSEA qui trustait tout, à avoir un porte-voix et donc Et à que se, tu vois, à s'autonomiser quoi. et monter le niveau de conscience, ce qu'on essaye Mm. de faire là. Montrer que leur problème n'est pas un problème de politique conjoncturelle, enfin, tu vois, événementiel, est un problème structurel. Et que mettre des salariés qui sont touchés par l'inflation et qui n'augmentent pas, qui ont leur pouvoir d'achat et leur salaire qui baissent, eh ben, c'est la cause première, une des causes premières pour les agriculteurs bio ou non bio, de la rarification de leur débouché et de leur production. Parce que si des gens ne peuvent pas acheter, etc., donc comprendre que la pressurisation des salaires sur des patrons d'industrie ou même de services, sur des ouvriers, des employés ou des professions intermédiaires, eh ben, c'est la cause est la même que la pressurisation sur des salariés agricoles. Et le tout, c'est justement l'austérité et le problème de l'inflation. Et donc, les mettre ensemble, c'est aussi comprendre que, bah oui, en fait, leur problème est le même. On pourrait se dire, ouais, mais les agriculteurs, ils ont un problème d'un côté, les normes, machin, et puis les salariés, ils ont un autre problème, c'est les salaires. Non, la compression générale des salaires impacte la production. On l'a dit dans notre précédente capsule. Quand à un moment donné, tu comprimes par l'inflation la demande, eh ben, tu vas comprimer après la production. Voilà. Et tu vas d'abord comprimer la production des denrées les plus chères. Et les denrées les plus chères aujourd'hui, c'est les denrées les plus vertueuses. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement critique. Ouais, Et non, mais donc bien les sûr. mettre ensemble, c'est pour ça qu'on soit clair, il n'y a pas de rejet a priori, il n'y a pas de révolution pure comme disait Lénine. Donc justement la tâche des révolutionnaires, des partis révolutionnaires, voire des léninistes encore plus, c'est justement d'être là où il n'y a pas assez de conscience de classe. Demain, si la classe prolétarienne se soulève avec le mot d'ordre de socialisation des moyens de production, ben, on n'a qu'à regarder, hein, il n'y a pas, y a rien à faire pour les léninistes dans une situation comme ça, mais elle arrive que très peu. Donc, il faut, le mouvement des agriculteurs doit être un point d'appui. C'est Mm. ni une panacée en soi, voilà. Donc la Et bêtise, c'est la bêtise opportuniste de faire croire que, ou ouais, c'est pas forcément opportuniste, mais un peu fétichiste. C'est là, on peut critiquer Johan là-dessus, de faire croire que, enfin le canard là-dessus que ça débouchera forcément sur du mieux, cette révolte-là. Absolument pas. Ou la bêtise gauchiste qui dit ah bah non, hein, comme c'est pas 100% de salariés précarisés, etc., on n'y va pas, quoi. Tu vois. ouais. Bah oui, oui. C'est. Bah Oui, ça, c'est les droitards qui essaient de faire croire. Moi, j'ai reçu des MP comme ça. Bizarrement, tu ne parles pas des agriculteurs. Non, mais attendez, ouais, j'ai pas fait de live depuis, j'ai pas eu le temps de faire une capsule. J'ai pas. Tu sais, c'est pas parce que je parle pas d'un truc dans la seconde. Et les mecs pensent que, comme c'est des agriculteurs, je crois que c'est des fachos. Hein, ça, je pense que ça doit être ça dans leur tête. C'est voilà, ils sont blancs. Naël, il en parlait. Les agriculteurs, il n'en parlera pas. Pas du ring à un double standard, tu vois. Mais personne ne pense ça. Enfin, si, il y a 3 gauchistes qui pensent ça, mais c'est complètement débile, tu vois, comme c'est ça. truc. Enfin, Puis il faut être clair, hein, on le voit bien justement parce que les gens voient bien que le débouché. euh, pour- Pourquoi ils sont si bienveillants avec les agriculteurs aujourd'hui? Mais parce que par exemple pour un Darmanin, les revendications de la FNSEA, d'accord, sont depuis 20 ans le programme des Républicains. C'est-à-dire que les gars, quand ils. Faut être clair, le gars, quand s'il va taper sur la FNSEA, il tape euh, déjà sur des adhérents à son parti, enfin à son ordre idéologique, Mm. mais pas que. Hein. La FNSEA, c'est un gros syndicat. Donc tu tapes aussi dans la boîte.
Tu vois, tu tapes aussi dans les financements quand tu tapes sur la FNSEA. Tu vois, faut se rappeler ce que c'est. Un parti de droite, il reçoit de l'argent euh, des syndicats de droite. Donc, faut pas être dupe là-dessus. Donc forcément, forcément, ils sont bienveillants. Et ils sont bienveillants avec tous ces mouvements-là. Comme ils l'étaient avec les Gilets jaunes. Hein. Les gens Mais oublient parce qu'ils ont ouais, juste fini là-dessus. Ouais, vas-y. Mais ils étaient bienveillants. Ils ont oublié. Il y a eu toutes après les trucs du week-end et puis les manifs du samedi et puis là, les Champs-Élysées et tout. Mais les premières semaines, les gendarmes, c'était bienveillant parce que tout le monde avait l'impression que ces gilets jaunes, c'était un mouvement anti-taxe, plutôt libéral, etc. Voilà. Ouais, mais en plus, je voudrais juste rajouter parce que les gars d'extrême droite qui se la jouent roleplay campagnard et tout, alors qu'ils voient pas tellement d'agriculteurs, je pense, ils ont l'impression, l'idée que l'agriculteur blanc, de droite et tout, alors c'est vrai, notamment pour je pense, les grands propriétaires terriens. Dès que tu vas vers des petits agriculteurs, déjà, tu commences à tomber sur des mecs qui sont souvent franchement de gauche, voire même des gars d'extrême gauche. C'est tous les petits Ah oui. primeurs maraîchers bio, les petits gars ouais, qui ont une espèce de démarche de retour à la terre, de ne pas utiliser de pesticides, mais que ce soit dans tous les domaines. Moi, je connais le vin c'est pareil. Tu vois, tu tombes sur des mecs des fois qui sont des anards, qui ont des projets comme ça, tu vois, qui sont vraiment des mecs d'extrême gauche. Du coup, il n'y a pas que des mecs de droite. Et en plus de ça, si tu vas vers les ouvriers agricoles, là, tu vas tomber carrément sur des mecs qui sont pas blancs aussi. Et ça, Ah, les mais mecs bien s'en rendent sûr. pas compte. C'est-à-dire que les ouvriers agricoles, quand tu vas voir, je sais pas, un champ de melon l'été, qui ramasse les champs de melon Un champ de l'été, eh ben, muguet. ça parle pas très français dans le truc. En fait, il y a beaucoup Bah, allez voir. il y a beaucoup de salariés immigrés, voire des immigrés clandestins. Et donc, l'idée de se dire, ah ouais, les agriculteurs, c'est une classe qui est globalement blanche et de droite, c'est absolument faux en fait. Bien sûr que le champ de melon, c'était le bon exemple pour parler du racisme, mais bon, bref. Pourquoi? Bref. Qu'est-ce que t'as avec les champs de melon? Non, mais Moi, tu j'ai sais déjà bien vu des champs de que. melon, il y avait pas que Tu des, sais il y avait bien, pas que des blancs. Hein. tu sais bien que c'est un mot de raciste pour dire les Arabes, les melons, non? Ah non, Tu je savais ne pas? savais pas. Non. Tu savais pas? Non. Fais semblant, ça va. Non, c'est vrai Tu que je fais des savais dog pas. Et puis whistles, melon, tu fais des dog whistles. pourquoi les melons? Les melons, c'est orange à l'intérieur, blanc et vert à l'extérieur. Ah, mais tu regarderas. Mm. Ouais, c'est parce que Et- voilà, tu traînes trop sur des trucs de faf. Je pense que c'est bizarre, Non, position de non, c'est vue. plutôt À vous traîner sur des trucs de faf. Je vais faire une c'est plutôt un truc de vieux, en fait. Ouais, peut-être, ouais. Mais bref, dans les champs de melon, qui est le truc quand Ah même non, mais ultra les champs relou de- à ramasser, où t'es tout le temps plié, et ben je peux vous dire qu'il n'y a pas que des blancs. Mm. C'est un truc de colon, en fait. Mais Et on est d'accord, chez les petits maraîchers, enfin, dès que tu parles à un petit maraîcher, le mec, en général, c'est pas un gros droitard, c'est un type qui a une espèce de démarche qui est souvent un mec de gauche, voire vraiment d'extrême gauche, soit Anard, soit Coco, enfin, voilà, il y en a ouais, beaucoup. clairement. Et justement, ça fait aussi partie de cette transformation du monde agricole. Justement, des gens qui reviennent justement à la petite exploitation, à essayer de faire de la nourriture proprement, etc. Donc, c'est forcément un rapport. Et c'est aussi pour ça et c'est normal qu'ils aient ce capital symbolique. Moi, je ne déplore pas, hein, ce qu'on l'a dit au début. C'est forcément un rapport à autrui de fabriquer à manger. Tu vois, c'est beaucoup plus facile quand tu vois, de comprendre le rapport que tu as à autrui dans ta division du travail que, je sais pas si tu es carrossier, enfin, tu vois, même carrossier, c'est peut-être un meilleur rapport à autrui, mais des trucs encore plus vagues, tu vois ce que je veux dire, directeur administratif et financier, enfin, je sais pas quoi. Donc, donc oui, il y a un clivage là-dessus. Et nous, il faut qu'on s'appuie sur ce clivage. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Agriculteur, c'est un secteur en soi, et donc il y a un clivage de classe à l'intérieur. Et quand ce secteur rentre en crise, eh ben, il y a un débouché progressiste et il y a un débouché réactionnaire. Et aujourd'hui, ben, voilà, la tâche des communistes, c'est justement d'utiliser ce point d'appui qui est la crise de ce système productif pour maximiser le débouché progressiste dans ce secteur et de critiquer la FNSEA. Et je pense que là-dessus, la CGT, en appelant à la solidarité euh, des travailleurs salariés industriels ou autres avec les agriculteurs, là, il y a des choses qui sont intéressantes, Ouais, justement. ouais. Parce que ça ne peut que mettre
en... Ça ne peut que cornériser la FNSEA, en fait. Hmm. L'apport massif de salariés. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu sur Twitter, quand elle a commencé ça a tourné le truc de la CGT, je sais pas si t'as vu, beaucoup de commentaires de retardés. Ouais, récupération des gauchistes, on n'a pas besoin de vous, tu vois, ouais, les feignants, tu vois. Et tu sens justement leur envie justement de rester entre eux, entre Ouais, petits et t'as vu patrons. l'interview d'ailleurs qui est passée sur le canal Réfractaire, ils avaient mis dans une vidéo un mec, en gros, un agriculteur qui dit ouais, mais faut pas croire qu'on est comme les gilets jaunes, nous on n'est pas des feignasses, on travaille, tu vois, c'est vraiment le discours de droitard complètement teubé. Enfin, C'est ça. il y a toute une frange quand même des mecs qui ils se soulèvent parce qu'il y a trop de normes et qu'ils aimeraient bien quand même moins payer leurs Bah, salariés agricoles, quoi. c'est des gars qui pendant les gilets jaunes, étaient T'es choqué bloqués des à des ronds. violences. Étaient bloqués à des ronds-points, se levaient le matin, étaient choqués des violences en se disant, bah, de toute façon, les mecs. Mais moi, ce qui est intéressant, c'est que j'attends s'ils montent à Paris pour le samedi, tu vois, Hmm. et que ça parte en couille. Ok? Tu vois? Et là, on dira, mais alors, voyez, quand vous voyez des images à la télé à BFM, c'est pas forcément des grosses feignasses qui viennent pour tout casser, etc. Vous voyez, Bien sûr, quand vous appuyez, ça part en couille, quoi, tu vois? Et ça, clairement, ça, sans conscientisation, mettre des gens dans la rue et les exposer comment dire, à la violence de la répression autoritaire et policière, c'est le meilleur moyen, c'est la meilleure école de formation pour les progressistes. Mais ça, tu me l'avais dit une fois. Alors, je sais plus si c'était en privé ou en live, mais ça m'avait marqué. C'est assez vrai. Tu sais, c'est le moment où t'es en manif, tu te fais violenter, tu te fais gazer et tout. Et là, dans ta tête, tu te dis, mais j'ai rien fait. Et en fait, tu comprends que bah, les autres non plus, ils avaient rien fait. Tu vois, pour la plupart des mecs qui se sont fait taper à la télé, et toi, tu croyais qu'ils avaient fait un truc. En fait, ils avaient rien fait, les mecs, tu vois. Mais tant que tu l'as pas vécu, C'est ça. t'as tendance, on t'apprend Les- tellement à les- être du côté de la police, du côté de Moi, l'autorité depuis tout petit, que t'as l'impression que il y avait une justice quand même. Mais en moi, fait, non. j'ai vu des gens aller en garde à vue qui disaient, mais moi, quand ils sont venus me chercher pour me mettre en garde à vue, je croyais que j'allais ressortir au bout d'une heure. Au final, j'ai fait 24 heures. Et qui te disent, bah ouais, mais après, moi, quand j'entendais des gens, bah tu vois, Zied et Bouna ou ou dans les banlieues, ouais, mais quand ils voient un contrôle de police, ils se mettent à courir. Bah, il y a que les gens qui sont coupables qui se mettent à courir. Bah, il dit, bah non, ouais, j'avais rien fait. J'ai fait 24 heures de garde à vue pour rien. La prochaine fois, je courrai. Bah, Donc, bien sûr. tu vois, tu Bien vois, sûr. donc Trop chiant de faire ça, 24 heures de garde à fin. ouais, on pourra en parler. Ouais. Non, non, mais je veux dire, t'as pas que ça à foutre, tu vois. Et si ça t'est déjà arrivé 2-3 fois, je comprends que bah, quand tu vois un flic, bah, t'as Non, mais tendance à vouloir te barrer, tu vois. de toute façon, tu sais qu'il il va te choper. S'il te chope, ce sera pareil. Donc autant courir, hein. Bah oui, c'est Autant ça. tenter la course, quoi. Mm. C'est ça, c'est ça. Mais ça, il faut le savoir. Il faut savoir que on met des gens en garde à vue, on éborgne des gens, on gaze des gens, on utilise des canons à eau sur des gens qui n'ont rien fait. Voilà. Ouais, Et, bon, et c'est la dernier base. truc pour finir cette capsule, le pronostic de position, ton pronostic à toi, parce que je suis pas sûr que tu sois représentatif de toute position et que vous ayez déjà fait un pronostic entre vous, mais ton pronostic, toi, sur ce mouvement, tu penses que ça va être rejoint, ça va partir en couille ou ça va être vite trahi par la FNSEA, il va se Moi, passer je quoi? pense que s'ils sont pas trop cons et pas trop mal renseignés au gouvernement, ils savent qu'il faut vite donner des gages à leurs amis de la FNSEA pour que la FNSEA lâche l'affaire. Tout de suite, maintenant. Donc on va voir Attal. Voilà. Moi, je ferais ça si j'étais la droite. La puissance de ce syndicat, et puis comme on l'a dit, dans un monde très réduit, hein, peut quand même calmer le jeu et pousser les autres tracteurs à repartir. C'est pour ça qu'il y a une fenêtre de tir là, qui est quand même limitée mais possible, d'extension du mouvement. C'est-à-dire il faudrait que la puissance de la FNSEA soit, comme je l'ai dit, contrecarrée par la puissance de la CGT. C'est-à-dire pousser des petits paysans à maintenir le mouvement contre la FNSEA parce qu'il y a des routiers, tu vois, qui viennent les aider à bloquer. Ouais. Donc je te fais un scénario fiction, mais qui est pas le plus probable, mais qui est possible, voilà, et qu'il faudrait appuyer.
c'est de dire, là, la droite va donner des gages pour que ça se calme, parce que je pense que s'ils sont pas trop cons, de toute façon, ils savent très bien quel est le climat dans ce pays, de révolte possible et de tension, donc les RG, je pense, leur donnent des informations. Ils savent que si là, ça reste une semaine de plus, ça peut dégénérer. Quand je dis dégénérer, c'est pour nous, c'est plutôt une bonne chose. Pour eux, c'est pour eux que c'est une mauvaise chose. Voilà. Ça Oui. peut dégénérer. Et donc, leur but, là, c'est de calmer tout le monde avant le week-end. Donc, on va voir ce que va dire Attal. C'est Ouais, et là puis où... leur but, c'est que ça reste corporatiste aussi. Parce que tu Voilà. vois, quand Ah, on me et dit, puis- les agriculteurs vont devant la préfecture, personnellement, en tant que non-agriculteur, je dis pas que je suis invité, alors tu peux y aller, tu vois. Mm, Par contre, si ça commence à être la CGT qui dit faut aller devant les préfectures, là, c'est pas pareil, tu vois. Et, mm, et ça prend de l'ampleur. exactement. Et par exemple, tu vois, typiquement, et là, ce serait un bon truc, c'est de se dire, bah voilà, euh, la FNSE a dit on se retire. Il y aura forcément des petits paysans qui voudront rester parce qu'ils ont, comme on l'a dit, il y a ce clivage. Et là, si justement des routiers, par exemple, parce qu'il n'y a que les routiers qui ont la même puissance de blocage, ou les raffineries, mais c'est très, tu vois, c'est peu visible. Hmm. Imaginons des routiers viennent rejoindre, remplacer les tracteurs de la FNSEA qui s'en vont pour soutenir les agriculteurs. Là, voilà, là, il y a une possibilité. Là, il y a une Hmm. possibilité concrète. Donc la probabilité pour moi, c'est du 80-20. Euh, euh, 80% de chances que tout le monde rentre chez eux 80% que passe la tout le semaine monde pro, quoi. range chez soi parce que je parie toujours sur l'intelligence de l'ennemi, Ouais. même s'il est très bête. Pourquoi? Parce que ça nous oblige toujours à avoir la solution la plus intelligente. Mais s'il est bête, Atal, il va rien donner aujourd'hui, tu vois. Et là, effectivement, de 80-20, on va passer à 60-40 sur la potentialité de la Ouais. CGT de rejoindre le mouvement. Voilà. Ouais. Et Moi, donc, ouais, la vas-y. disparition du poids et de la puissance de leadership de la FNSEA. Moi, je pense, ouais, à long terme. À long terme, en soi, je suis pas sûr que ce mouvement donne ce qu'il pourrait donner, tu vois. Mais par contre, dans l'éventualité où ça continue un petit peu, euh, moi, ce que je vois, c'est que ça va créer quelque chose de très intéressant qui sera la politisation des petits, parce qu'ils vont se faire trahir à un moment donné par la FNSEA. Et si ça commence à s'organiser sans la FNSEA, c'est-à-dire avec la CGT, avec la Confédération Paysanne, avec d'autres syndicats un peu plus à gauche, là, c'est très intéressant pour le futur. C'est-à-dire que pour le futur, on va commencer à arrêter de parler d'agriculteurs. Et on va commencer à dire, il y a les gros d'un côté, les exploitants agricoles de la Beauce avec des énormes trucs et tout. Et puis de l'autre côté, il y a les petits paysans, il y a les salariés agricoles. Et du coup, ça va créer de la conscience de classe. Donc, moi, j'ai une espérance là-dedans, si ça arrive à se maintenir au moins quelques semaines et qu'on arrive à avoir une trahison de la FNSEA, un peu comme la CFDT a trahi aussi, tu vois. Même si la CFDT a peut-être un peu mieux géré le mouvement des retraites et a peut-être passé un peu moins pour des traites aux yeux du grand public qui a pas trop suivi ou des trucs du genre, tu vois. Mais par Ouais, contre, je suis pas sûr ouais, que ça passe le week-end. En fait, je pense que le week-end va vraiment être décisif, hein. Enfin là, mhm, tout à fait. samedi, c'est C'est ce ce qui va que se va passer dire devant les Attal. préfectures et ce que va dire Attal, c'est décisif. Mais par contre, si C'est ce ça qu'il a continue la dealé semaine avec la prochaine, ça sent FNSEA. bon quand même pour avoir de la politisation chez les petits paysans. Je dis pas qu'aujourd'hui ils vont gagner, mais dans le futur, c'est important, quoi. C'est ce que tu dis. La clé, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il deal avec la FNSEA ou pas? Juste pour Ouais. finir en une phrase, tout ça, ça doit nous interroger surtout un peu plus de recul de fond si ça s'arrête sur le programme politique de transformation. Et là, il faut absolument que une gauche de rupture avec le mode productif là, qui est en crise de partout. C'est là où on voit bien la bêtise des Verts ou des machins qui ont l'impression que tout va bien, faut juste réguler, renormer, voilà, etc. Non, il y a un mode de production qui est en crise de partout. Il met en crise le secteur industriel, le secteur des services, le secteur, aujourd'hui on le voit, agricole. Donc il faut absolument rien lâcher sur un programme de rupture. Euh, on parle de la FI, mais il faut même que la FI radicalise encore plus son programme de transformation sociale pour les échéances à venir, etc. C'est-à-dire que là où
prenons la NUPES, voilà. La NUPES avait un programme commun. On voit bien qu'il y en a qui retournent vers le centre. Il ne faut pas que la FI reste à sa place, il faut qu'elle retourne vers la gauche et qu'elle propose un programme encore de transformation encore plus radical avec en centre la question du travail, de la production agricole, de la production de l'éducation, des services publics, etc. Et ça se ferait avec quoi? Ça se ferait avec le NPA? Ça se ferait dans une alliance ou ça se ferait seul? J'en sais rien, mais en tout cas, ils ont aujourd'hui la masse critique pour construire un programme, tu vois, avec des gens. Mais prendre conscience de l'époque, quoi. Prendre conscience que, vous voyez, quand on est dans un mode de production en crise, tous les secteurs sont touchés. Et là, on le voit avec les agriculteurs. C'est pas juste à la marge, des gens précaires, etc. Non, tout le monde est touché, tout le monde sera touché. Le système capitaliste, technocratique, là, et sa phase libérale est à bout de souffle. Il ne peut plus rien. Il ne peut plus rien. Donc, Ouais, bon, on va s'arrêter là. On vous remercie. Allez lire Position Revue sur le site de Position Revue, je crois, tirer revue, ou un truc comme ça. Vous tapez Position Revue. Position-revue.fr. Maintenant, voilà. quand vous mettez Position Revue, Google allez vous abonner sur le Twitter de Position Revue. Abonnez-vous à la chaîne principale et n'oubliez pas de donner sur Tipeee si vous le pouvez, parce que ça nous aide et parce que ça nous permet d'améliorer la chaîne et de faire des interviews et de payer le miniaturiste. Donnez au Tipeee. Allez, et à plus. On se retrouve.